Bien, bonjour. D'abord, merci de l'invitation. On est toujours content de pouvoir parler, faire la promotion, démystifier, expliquer. Donc, vous voyez, hein, c'est pas simple l'économie sociale et c'est les termes, je pense, qui traduisent le mieux notre travail au chantier de l'économie sociale. Au-delà, je pourrais y revenir dans la présentation, mais au-delà du travail qu'on fait au niveau du développement, une grosse partie de notre travail, c'est même après 20 ans, c'est encore d'expliquer ce que c'est que l'économie sociale. Donc, on pense qu'un jour, on va y arriver, mais on ne souhaite pas y arriver si vite que ça parce que j'ai l'impression que la moitié de notre équipe va devoir disparaître si on réussit complètement. L'économie sociale qu'on utilise de moins en moins et qu'on parle de plus en plus d'entrepreneuriat collectif, je vais essayer aujourd'hui de à la fois pouvoir faire un topo de ce qui se passe en économie sociale, les emplois, puis bon, faire le lien avec l'intégration des personnes immigrantes, puis éventuellement de passer à la partie un peu plus entrepreneuriat collectif pour pouvoir justement vous entretenir sur les possibilités, la structure même d'une entreprise d'économie sociale et ce que ça l'offre comme possibilité. Juste comme ça, en levant la main, combien d'entre vous identifiaient promis l'organisation de manière générale à une organisation d'économie sociale? Donc, la plupart, je présume, l'identifient à un organisme communautaire ou quelque chose dans ces eaux-là. Quand on définit l'économie sociale, la nouvelle façon qu'on a de la définir, parce qu'il y a la vieille façon, où j'aurais pu vous lire une longue définition, puis je reviendrai, qui est toujours un peu complexe et que ça fait 20 ans qu'on s'obstine sur exactement tel mot, est-ce que ça définit bien ou pas, est-ce que ça l'inclut le communautaire ou ça ne l'inclut pas, est-ce qu'on parle juste des entreprises? Mais en fait, si on simplifie à l'extrême, dans la société, il y a 3 piliers économiques. Hein? Il y a une économie qui est publique, donc celle-là, on la connaît, là, les hôpitaux, les écoles, ce qui est géré pour l'essentiel par l'État, qui peut prendre la forme aussi d'entreprise. La Société des alcools, c'est une entreprise, mais d'État. Il y a le pilier privé. Je pense que ça n'a pas besoin de présentation. En général, on les connaît. C'est drôle parce que souvent, on les distingue des entreprises privées reçoivent moins de subventions que le communautaire. Allez demander à Bombardier ces temps-ci. Et il y a le collectif. Le collectif, ça, c'est une grande talle. On n'y pense pas souvent, mais le collectif regroupe à la fois les organismes communautaires, regroupe ce qu'on appelle vraiment des entreprises d'économie sociale ou des entreprises collectives. Et le propre du collectif, contrairement au privé et contrairement aussi au gouvernemental, c'est qu'il y a des caractéristiques qui le définissent et qui sont bien distinctives. Certaines de ces caractéristiques-là sont connues en général. C'est des organisations qui ont des valeurs, solidarité, équité, transparence, démocratie. Tout ça, je pense que c'est au cœur, c'est important. Mais sur le plan très, très concret, c'est des organismes, qui sont gérés démocratiquement, c'est-à-dire qui ont un conseil d'administration composé de membres pour lequel il y a une personne, un vote, pour lequel aussi la structure du capital, c'est-à-dire, si on simplifie beaucoup, l'argent, les gens qui possèdent l'entreprise n'ont pas de rapport à l'entreprise en fonction de ce qu'ils y mettent. Donc, ce n'est pas au plus fort la poche, j'ai mis 51 % ou je possède 51 % des actions, donc, conclusion, je contrôle l'entreprise au complet. Non, c'est peu importe l'organisation, c'est un membre, un vote. Donc, il y a une gestion démocratique, d'une part. D'autre part, c'est une organisation qui, en général, ne vise pas le profit. L'objectif, c'est de rendre des services, produire des biens, mais dans une orientation souvent sociale, pas exclusivement, je pourrais y revenir. Et je dis aussi, généralement, ne vise pas le profit, parce que ça aussi, je pourrais y revenir, mais il y a des formes d'entreprises d'économie sociale dont un des objectifs, c'est de faire du profit. Mais c'est peut-être la nuance la plus importante, c'est un des objectifs. C'est jamais le seul objectif et c'est jamais l'objectif principal, sinon même le premier objectif qu'on vise. Donc, d'entrée de jeu, quand on parle d'une économie, ce qui est important de retenir, c'est que si on veut, et de plus en plus on le met de l'avant, devant les limites du capitalisme, c'est un gros terme, mais devant les limites du modèle de développement dans lequel on est, puis tout le monde a entendu parler des dérives environnementales, tout le monde a entendu parler dans les 2 ou 3 dernières années des luttes aux inégalités, le fameux 1 % versus 99 %, 1 % qui contrôle à peu près tout, là, puis le 99 qui ramasse les miettes du reste. Devant ces limites-là, on pense, en tout cas au moins au chantier de l'économie sociale, qu'on devrait privilégier un modèle économique qui met de l'avant un meilleur équilibre
L'idée, ce n'est surtout pas demain matin pour, en tout cas, les acteurs de l'économie sociale, de se débarrasser de tout ce qu'il y a de privé. L'idée, ce n'est pas de mettre l'entreprise privée à terre, c'est de réussir à établir un équilibre de manière générale et de manière spécifique dans certains domaines. Ça aussi, on pourra y revenir plus précisément. J'y viens, la définition, je vous ai dit que je ne m'en fâcherai pas dans une longue définition, mais il y a quand même quelques éléments. Tantôt, je parlais de gestion démocratique, des conseils d'administration, des membres, une participation des membres. Pour l'essentiel, il y a quelques modèles. On parle des coopératives. Il y a 5 types de coopératives. Plus loin, je pourrais vous les décrire là, dans un exemple type. Il y a des OBNL, toutes les organisations sans but lucratif. Il y a des mutuelles. Plus précisément, quand on parle d'économie sociale, en tout cas au moins depuis 20 ans, ou encore mieux, quand on parle d'entreprises collectives, on parle des organisations qui ont un volet marchand, donc qui vendent des produits, des services, ce qui distingue d'une partie du communautaire, mais ce qui continue d'inclure une grande partie du communautaire, parce qu'il y a une grande partie des organisations qui s'identifient à l'économie, qui s'identifient plus ou moins, mais qui s'identifient davantage aux communautaires, qui sont quand même des entreprises d'économie sociale sous toutes sortes de formes. Entre autres, c'est pas parce qu'on vend un service qu'on le vend toujours à une clientèle qui débourse de l'argent pour le vendre. Parfois, on le vend à l'État pour servir une clientèle. L'exemple le plus connu, probablement, pour tout le monde, c'est les CPE. Les centres de la petite enfance. Les centres de la petite enfance, ce sont des entreprises d'économie sociale, la très vaste majorité sous forme d'organismes sans but lucratif, qui ont un conseil d'administration complètement autonome, qui sont des entreprises gérées par les parents essentiellement. C'est d'ailleurs la plus grande partie d'innovation sociale des CPE, mais qui ont une entente avec l'État et qui répondent à un programme qui a été co-construit avec les acteurs et l'État. L'État met en place un cadre que des entreprises d'économie sociale gère et offre les services. Donc, une partie de vente de services, le 7, et ça fait longtemps que mes enfants ne sont plus dans des CPE, on doit être rendu à 7,50, là, quelque chose, je ne me rappelle plus les montants par jour. Je réalise, ça fait déjà longtemps, à mon époque, mes enfants, c'était 5 $ par jour. Et une partie est payée par les parents, une partie est payée par l'État. L'autre chose, puis là je l'ai mentionné, les autres aspects, l'entreprise répond d'abord à des besoins, aux aspirations des collectivités, l'autonomie décisionnelle, la gouvernance démocratique, j'y reviens, gouvernance démocratique, je vous le dis, mais l'autonomie décisionnelle, c'est fondamental. Quand je parle des CPE, au-delà du fait qu'ils ont un cadre normatif assez serré, puis de plus en plus, il reste que les parents sont la structure décisionnelle dans le CPE. Le conseil d'administration est autonome et indépendant de l'État. C'est le cas pour toutes les entreprises qui soient plus rattachés au communautaire ou des entreprises d'économie sociale dans des secteurs de pointe. Là. Par exemple, il y a une coopérative de producteurs de jeux vidéo. Il ne peut pas y avoir plus high-tech comme entreprise, mais ils ont quand même un conseil d'administration, un membre, un vote. Ils répondent aux besoins des producteurs de jeux vidéo qui se sont rassemblés. Et bien entendu, dans ce cas-là, on devine que c'est évident, ils sont indépendants de l'État, mais c'est le cas pour toutes les entreprises d'économie sociale. La distribution des profits, comme je vous l'ai dit, ça peut varier. De manière générale, la distribution est faite en fonction de la mission. Il y a certains modèles, mais en fait, il y en a un seul modèle, qui est les coopératives de travailleurs, où l'objectif, c'est de s'assembler et de construire son entreprise sur la base d'une association de travailleurs et où là, l'objectif, c'est de rendre rentable l'entreprise pour que chacun des travailleurs puisse en dégager le meilleur salaire. Mais l'objectif premier, c'est de se créer un emploi qu'on aime, avec une structure démocratique où chacun a un rôle, chacun a une contribution. Dernier point, c'est le plus important, ce sont des entreprises rentables. Trop souvent, on véhicule l'idée que l'économie sociale, c'est une économie subventionnée, c'est une économie qui, sans l'apport de l'État, ne pourrait pas fonctionner. C'est complètement faux. De un, quand on est en rapport à l'État, c'est souvent et très généralement dans un rapport d'offre de services. On ne pose pas la question quand une entreprise privée refait la rue ou l'asphaltage un peu partout à Montréal, malgré les problèmes qu'on a pu entendre dans les dernières années. Mais quand l'argent public va dans une entreprise d'économie sociale, parfois on se questionne sur une subvention ou pas. Dans la majorité des cas, non, c'est un échange de services. Et les entreprises d'économie sociale sont tellement rentables qu'après 10 ans d'existence, leur taux de survie est le double des entreprises privées. Donc, c'est des entreprises qui fonctionnent bien. Pourquoi? Bien, un, parce qu'elles sont ancrées dans leur communauté.
On ne peut pas démarrer une entreprise d'économie sociale, sauf exception, là, sans faire intervenir un ensemble d'acteurs, de partenaires, d'usagers, parfois même au sein de l'organisation. Donc, c'est des entreprises qui ont vraiment un ancrage très fort dans la communauté. C'est plus gros qu'on pense aussi. Malheureusement, au Québec, on n'a pas de portrait statistique officiel de l'économie sociale, pour toutes sortes de raisons, parce que historiquement, c'était assez complexe, parce qu'il y a deux grandes, je dirais, parties de l'économie sociale, les coopératives qui répondent d'une loi, les OBNL, la situation n'était pas claire et tout. Bon, là, actuellement, on est en train d'en réaliser un, donc d'ici un an, on va avoir des données beaucoup plus précises. Mais malgré tout, et ça, c'est des données très conservatrices, donc moi, je suis prêt à mettre ma main au feu, là, que c'est un minimum. Fort probablement que c'est très supérieur à ça, mais on sait qu'il y a au moins 7000 entreprises d'économie sociale au Québec, que ça représente au moins 212 000 travailleurs. Je vous l'ai dit, c'est un taux de survie au moins le double des entreprises privées. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas dans un seul secteur ou deux ou trois là, qui sont liés souvent aux services aux personnes, à l'insertion. C'est dans tous les secteurs, particulièrement en culture, c'est très présent, mais aussi en finance, en éducation. En éducation, les YMCA, ça fait 100 ans qu'ils font de l'économie sociale. Donc, des fois, on a l'impression aussi que c'est récent. Ce n'est pas le cas. Les médias, technologie, et ainsi de suite. Et c'est un très gros secteur. Quand on fait la comparaison, le chiffre d'affaires de l'entrepreneuriat collectif, tout mis ensemble, c'est 40 milliards de dollars. Vous pouvez le voir juste à côté, mines, gaz, aéronautique, construction, mis ensemble, n'arrive pas à ce montant-là. Donc, c'est vraiment un secteur qui, non seulement sur le plan humain, non seulement sur le plan social, mais sur le plan économique, a une incidence fondamentale sur le Québec, le développement du Québec. Je m'étais mis un compteur, je ne l'ai pas démarré, donc on va avoir plus de temps. et c'est des organisations qui ont quand même une certaine ampleur. Le budget moyen d'opération, vous regardez, c'est 888 000 donc, ça fait quand même des organisations qui ont une certaine taille. Là, vous allez dire qu'effectivement, puis j'ai triché parce que je n'ai pas mis la médiane. Si on calcule, la moyenne est de 800 quelques mille dollars, mais il y en a quand même qui font 10 millions de chiffre d'affaires et il y en a d'autres qui font 150 000. Là. On ne se cachera pas. La médiane, si on va dans le milieu pile, c'est quelque chose autour de 550 600 000 mais quand même, c'est des organisations d'une certaine ampleur qui y travaillent. Puis ce qu'ils y font. Ce qu'ils y font, ça va être plus complexe. Hein. Il y a 200 métiers, professions qu'on a en économie sociale. J'y reviendrai un peu plus loin pour vous parler des caractéristiques. Mais si on regarde, une des grandes différences de l'économie sociale par rapport aux autres secteurs de l'économie, puis là, tout de suite, je fais une erreur moi-même que j'essaie de corriger constamment. Quand on parle d'économie sociale, très régulièrement, nous-mêmes, on parle de secteur. En réalité, l'économie sociale, ce n'est pas un secteur, c'est un modèle de développement qui est présent dans tous les secteurs. Mais dans ce type d'entreprise-là, de façon générale, la moyenne par organisation, c'est 9 femmes à temps plein, 9 femmes à temps partiel, 4 hommes à temps plein, 3 hommes à temps partiel. Conclusion, les femmes sont largement majoritaires. C'était vrai il y a 20 ans, c'est encore vrai aujourd'hui. C'est un secteur où, surtout là où il y a une quantité de main-d'œuvre plus élevée, dans le secteur des services aux personnes, ou ainsi de suite, qui sont massivement, des emplois qui sont massivement occupés par les femmes. Ce qui est intéressant aussi, c'est le taux horaire. 17,69 pour les femmes à temps plein, puis on peut voir, là, ça se compare, hommes-femmes, c'est relativement équivalent. Donc, en soi, c'est une bonne nouvelle. On est un secteur qui est relativement équitable. L'ancienneté, vous voyez, ça se compare parfaitement. Là où il y a un bémol sur l'équité, c'est au niveau de la scolarité. Oui, les femmes gagnent le même salaire ou à peu près que les hommes, mais à scolarité plus élevée. C'est très certainement l'aspect sur lequel l'économie sociale doit cheminer un peu. On a des emplois, puis là, je n'ai pas toutes les données, parce qu'il y a vraiment beaucoup de données. J'ai laissé toutes sortes de documents en avant, dont un qui est l'effet saillant d'une étude réalisée par un comité sectoriel de main-d'œuvre. Puis là, il donne plus de détails, mais un des enjeux, c'est on a des employés, des travailleurs, des travailleuses dans notre secteur qui sont généralement surqualifiés pour leurs tâches. Donc, là où, dans le secteur privé, on va avoir un diplôme de premier cycle universitaire, en économie sociale, on va avoir un diplôme de deuxième cycle souvent. Si on a un diplôme collégial, on va avoir un universitaire. Bon, c'est un cas de figure assez
frappant, mais c'est un cas de figure aussi qui s'explique par toutes sortes de façons. Vous voyez que l'ancienneté moyenne est relativement réduite. Hein? Ce n'est pas élevé, là, 7 et 5 ans pour les personnes à temps partiel, surtout que c'est toutes catégories confondues, donc il y a quand même des bémols à y apporter. Mais ce que ça révèle surtout, c'est que pour des personnes fraîchement diplômées, l'économie sociale est un endroit où aller chercher une première expérience de travail, une seconde, ou diversifier ses tâches, ou bien donc, parce que ça, je dirais, c'est l'aspect qu'on aime le plus, c'est un endroit où certaines personnes vont pour des questions de valeur. Ne cherchent pas nécessairement l'emploi le plus payant, mais l'emploi le plus satisfaisant. En sortant de leurs études, vont dans un emploi qui correspond à leurs valeurs. Au niveau des ressources humaines, de manière générale, je vous l'ai dit, là, il y a environ 7000 entreprises. Comme on voulait discuter vraiment de la question davantage de l'intégration des personnes immigrantes, ce que vous voyez, c'est quand même, dans les 7000 entreprises environ, il y a au moins 38 des entreprises qui embauchent une personne immigrante ou plus. Si on revient, vous voyez, il n'y a quand même pas, il y a en moyenne 9 femmes à temps plein, 4 hommes à temps plein, donc 13 personnes à temps plein. Sur ces personnes-là, il y en a au moins une qui est une personne immigrante, dans 38 des cas. Malheureusement, à la dernière minute, je me suis rendu compte, je dis, oh, je n'ai pas donné pour le privé. Je ne suis pas sûr qu'il est aussi facile à trouver que dans notre cas, mais de manière générale, mon sentiment, c'est que ça score relativement bien. Surtout que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 7000 entreprises-là sont réparties sur l'ensemble du territoire québécois. Donc, dans les 17 régions, l'économie sociale à Montréal, dans la grande région de Montréal, compte probablement pour un peu moins de la moitié des entreprises. Et donc, la majorité des personnes immigrantes se situent dans cette zone-là, ce qui fait probablement monter de manière assez significative les cas. L'autre chose intéressante, c'est que si les personnes immigrantes, dans près de 70 des cas, occupent un poste à temps plein, et surtout, qui est l'élément, je pense, le plus intéressant, 83 des personnes immigrantes dans les entreprises d'économie sociale occupent un poste qui est en lien avec leur domaine d'expertise. Donc, ce n'est pas la figure traditionnelle du médecin ou du comptable qui ramasse une job qui n'est pas à son niveau de compétence. C'est des gens qui sont dans leur domaine d'expertise. Il y a une donnée que je relativise toujours un peu, c'est la question des gestionnaires. 28 des gestionnaires en économie sociale sont des personnes immigrantes. Par contre, ça, c'est une donnée qui est un peu faussée dans la mesure où le portrait englobe de manière générale les organisations communautaires sans aucune distinction. Et on sait qu'ils sont un petit peu plus présents dans les organisations communautaires. Il y a quelques années, on avait mené, avec les gens du CEM d'ailleurs, une étude justement sur les gestionnaires en économie sociale. Et malheureusement, ce qu'on s'était rendu compte, c'est qu'il n'y en avait pas tant que ça. Donc, c'est un peu trompeur. C'est un autre aspect sur lequel il y a encore du travail. Il y a beaucoup de personnes immigrantes. Malheureusement, comme dans d'autres secteurs, parfois, ça plafonne et on a moins de gestionnaires immigrants. Peu de syndiqués, peu d'entreprises syndiquées, 10 comparativement, bien, plus que dans le communautaire, parce qu'on parle de 3 environ dans les organismes communautaires autonomes, là, la portion où il n'y a pas vraiment d'activité marchande, mais beaucoup moins que dans le privé, où, bon an, mal an, on parle de 30-35 des entreprises, ou de la main-d'œuvre plutôt qui est syndiquée. Pas de la main-d'œuvre, pas des entreprises. C'est sur le global. 33 puis ça, c'est un autre élément important pour les ressources humaines, pour ceux et celles qui cherchent du travail. 33 des entreprises actuellement nous disent vivent des problèmes de recrutement. Donc, ils sont en démarche, en offre d'emploi et ne trouvent pas toujours les ressources humaines dans leur secteur. C'est le cas particulièrement dans certaines zones. On devine, là, Capitale-Nationale à Québec, le taux d'emploi, le taux de chômage est en bas de 5 donc on est vraiment dans le plein emploi. Mais même à Montréal, même dans les zones limitrophes de Montréal, c'est le cas. Et pour la question des gestionnaires immigrants, pour ceux, les comptables et autres de ce monde, depuis cette année, en théorie, mais on le sait bien que ça va s'étaler sur 2 ou 3 ans, on rentre dans la période de départ massif à la retraite. Les gestionnaires en économie sociale sont souvent des gestionnaires qui sont là depuis un certain temps, surtout ceux qui sont issus du milieu communautaire, qui étaient souvent militants dès le départ, ont pris un poste de gestion, ont progressé dans l'entreprise, mais là, on arrive vraiment à des départs massifs à la retraite. Il y a quand même, quand je disais 40
44 des entreprises, en fait, c'est 44 des entreprises qui lèvent le drapeau en disant, écoutez, le problème s'en vient là. On doit trouver des gestionnaires. Il y a toutes sortes de stratégies qui sont mises en place. Beaucoup commencent à mettre en place des stratégies qui valorisent les travailleurs âgés, par exemple. Ça aussi, c'est un peu particulier. Hein? Quand j'ai commencé à travailler avec les structures d'Emploi Québec, les travailleurs âgés, c'était 60 ans et plus. À un moment donné, ça a été 55 ans. Là, c'est 45 ans et plus, tu es un travailleur d'expérience. Bon. On va s'entendre qu'on parle de vrais travailleurs d'expérience âgés. Donc, mettons 55 ans et plus, de plus en plus, il y a de travailleurs, par exemple, de la fonction publique qui ont pris leur retraite et qui souhaitent revenir à un milieu plus proche de leur, je dirais, de leur valeur, mais aussi plus proche de conditions de travail qui sont plus conciliante, plus favorable. L'économie sociale est reconnue pour justement des conditions de travail, outre monétaires, mais des conditions d'organisation du travail très, très favorables. Donc, il y a vraiment une stratégie en ce sens-là pour aller chercher les travailleurs plus âgés. Mais il y a aussi des stratégies de développement de la main-d'œuvre, des programmes d'apprentissage en milieu de travail, des programmes de formation dans les milieux de travail, aussi des programmes de stage, bon, ainsi de suite. De plus en plus, les entreprises sont ouvertes à toutes sortes de possibilités pour attirer les travailleurs. Et puis ça, on n'a pas énormément de données. Là, on est au senti souvent, mais c'est un senti qu'on répète et qu'on entend plutôt constamment. Ce sont des entreprises qui sont très ouvertes à la diversité. Les entreprises d'économie sociale n'ont pas de barrières supplémentaires pour la diversité. Bien entendu, les barrières que les personnes immigrantes rencontrent, ils les rencontrent aussi en économie sociale parfois. L'enjeu de la reconnaissance des diplômes, c'est le cas. L'enjeu de la première expérience de travail, l'enjeu de la culture, le savoir-être, mais toujours à un degré beaucoup moins grand. L'ouverture, la compréhension nous semble, et c'est ce que les employeurs nous disent, beaucoup plus facile à gérer. Bien entendu, quand il y a un poste qui est défini, si on a besoin d'un comptable, on a besoin d'un comptable. Et si le conseil d'administration a déterminé que le diplôme fait foi de la compétence, ça peut poser un enjeu. Mais dans bien des cas, ils vont avoir une ouverture. Par exemple, puis c'est le cas au chantier. Là, on a engagé, je vous donne comme exemple, on avait des critères très serrés. Il y a une personne qui est venue faire application, qui a, séduit ceux qui passaient les entrevues, mais après ça, séduit l'équipe parce qu'on avait mis l'équipe dans le coup. La personne en question n'avait pas son diplôme comptable. C'est quoi les diplômes? Je me perds toujours. En tout cas, comptable agréé, là, je ne me rappelle pas le diplôme, le final, mais étant en études, on l'a engagé en se disant, regarde, on se donne un certain temps, termine tes études, viens travailler, jumelle et tout. Et ça a pris un certain temps. Il a fini son diplôme et depuis ce temps-là, ça doit faire 6-7 ans là, qu'il est au chantier, travail. Donc, et ça, c'est une ouverture qu'on sent un peu partout. On n'y pense pas toujours. Tantôt, je vous disais, c'est des entreprises qui sont dans toutes sortes de domaines, dans tous les secteurs d'activité. Vous devinez que c'est un très petit échantillon, mais j'en ai choisi quelques-uns quand même pour illustrer certains aspects. Très présent dans le milieu de la culture, donc devinez, là, les théâtres, musées et autres de ce genre, ce sont presque tous des entreprises d'économie sociale, des très, puis je pourrais dire très jusqu'à demain matin probablement, grosses entreprises, Desjardins, la Coop fédérée. Mais là, tout de suite, à chaque fois, il y a des hésitations dans la salle. Est-ce que le Desjardins est une entreprise d'économie sociale? Nous ferons le débat une autre année. Et peut-être que je m'abstiendrai de le faire. Je suis dans une mauvaise position. Mais sur le fond, et en théorie, c'était une entreprise d'économie sociale. Il y a 100 ans, quand Alphonse Desjardins a mis sur pied les premières caisses d'économie sociale, c'était d'économie. C'était vraiment un principe d'économie sociale, mobilisation de la communauté pour se donner un outil financier qui répondait à leurs besoins et qui retournait à la communauté. Est-ce qu'avec les années, ça a pris une autre tournure? C'est le bout que je ne discuterai pas. Mais aussi, les centres de la petite enfance, l'ARC, des secteurs très connus comme le réseau des entreprises d'économie sociale en aide à domicile, donc tout ce qui est service aux personnes, auprès des personnes âgées particulièrement, et ça, c'est une dynamique assez importante, c'est très présent.
Grand Cosmier. La Guilde, c'est l'entreprise que je vous disais, qui est un regroupement de producteurs de jeux vidéo, mais des trucs aussi connus comme le Zoo de Granby, qui en fait est un OBNL, c'est une organisation à but non lucratif, gérée par ses membres et dont la principale mission, c'est la préservation du patrimoine animalier. Donc, c'est une mission d'abord et avant tout sociale. Bien entendu, quand vous achetez votre ticket à l'entrée du Zoo de Granby, vous oubliez un petit peu la mission sociale. Et là, vous dites, ça coûte cher. Mais c'est une entreprise qui est dans un marché, cherche à faire ses frais, à être compétitive avec les autres entreprises. Le seul avantage, c'est qu'à chaque fois que vous achetez un billet qui vous coûte, j'allais dire une grossièreté, la peau du dos, heureusement, tout ce qui est de surplus, tout le profit qui va être dégagé ne s'en va pas dans les poches d'un actionnaire, ça s'en va dans les poches de l'organisation qui, elle, le redistribue à toutes sortes de fins qui sont liées à sa mission. Entre autres, la formation, entre autres, la recherche, entre autres, des projets dans la communauté. Donc, même si on paye le même prix, on peut en être désolé a priori, là, mais même si on paye le même prix au Zoo de Granby qu'on le paye à d'autres endroits qui sont privés, bien, minimalement, ce n'est pas pour enrichir une seule ou deux, ou en tout cas quelques actionnaires. Aujourd'hui, l'économie sociale, bon, comme toutes les formes d'économie, commence à se diversifier de plus en plus. On voit de plus en plus naître sous forme d'économie sociale, beaucoup sous forme de coopératives dans certains cas, là, surtout dans ceux-là, les espaces de coworking, les incubateurs, donc des lieux où soit des travailleurs se donnent des infrastructures pour justement réduire leurs coûts. C'est les espaces de coworking, c'est très, très à la mode. Il y a beaucoup de travailleurs autonomes. Et là, ça devient intéressant parce que ce qui commence à naître, c'est une espèce de mix entre des formes d'entrepreneuriat. Le travailleur autonome qui, seul chez lui, ne peut pas se payer à la fois un bureau, une imprimante et ainsi de suite. Et là, je dis espace coworking, il y a ce que de plus en plus, par exemple, à la mode, ce qu'on appelle les makerspace. Excusez, y a-t-il terme français, je ne suis pas sûr, ou les Fab Labs, je pense, en français, c'est beau, les Fab Labs, où, par exemple, on va avoir accès à une imprimante 3D, où on va avoir accès à des outils industriels de fabrication et ça. Là où le travailleur autonome ne peut pas accéder à des outils, se mettre en commun pour se donner des structures qui leur permettent soit de vivre de leur métier ou soit d'entrer dans leur métier. L'idée, c'est parfois au début d'être là pendant quelques années, se donner le temps réseauter, de se trouver un petit peu plus, je dirais, d'un marché, des clients, des partenaires, et éventuellement vont migrer vers des structures un peu plus autonomes. Les incubateurs, ça c'est encore plus intéressant. Bien, pas plus intéressant, mais c'est aussi très intéressant. C'est des organisations qui accueillent des projets, des gens qui se réunissent, qui n'ont pas nécessairement toutes les compétences pour démarrer un projet d'entreprise. Parfois, on est ébéniste, puis on se met 4-5 chums ensemble, on veut se faire une ébénisterie en mode coopératif, mais la gestion du budget, monter le projet, gérer les acquisitions, et ensuite, ça demande un coup de pouce, puis parfois aussi, ça demande une période de testage, de rodage. Donc, les incubateurs sont vraiment un endroit où, tranquillement, pas vite, on peut faire émerger un projet sans nécessairement, encore une fois, se doter de toutes les infrastructures, mais surtout en allant chercher des ressources de plus en plus pour justement être accompagné. C'est particulièrement le cas dans des endroits, dans des secteurs de pointe, numérique, technologie, vraiment là où on doit accéder à je dirais, des ressources, mais aussi des partenaires influents pour émerger. Donc, tout ce qui est la culture des startups là, dans le secteur numérique était très, très friande d'incubateurs. Et par la bande, je l'ai nommé, là, il y a beaucoup de nouveaux secteurs, là, jeux vidéo et autres, qui profitent de ces structures-là. C'est un topo très, très général parce que c'est difficile de faire le tour de l'ensemble de l'économie sociale. Ça vous donne un aperçu de ce que c'est, grosso modo, puis on pourra y revenir. Je ne prenais pas les questions au fur et à mesure, mais bien entendu, après ça, là, toutes les questions d'éclaircissement ou autres, là, je pourrais y répondre. L'économie sociale, ça donne l'impression, souvent, à plusieurs gens, d'être récent, d'être dans les dernières années. On en parle un peu plus dans les médias. Il y était un temps où on devait faire
au moins 50 appels pour avoir une entrevue dans un média. Tranquillement, pas vite, on est dans une dynamique inverse où parfois on lance un communiqué, un appel, et là, il y a 50 médias qui nous reviennent. C'est un renversement de situation qui est assez récent et ça trompe un peu l'image publique qu'on a comme si c'était naissant. La réalité, c'est, de manière structurée, ça fait 20 ans, 21 ans qu'on pourrait dire. C'est le sommet sur l'économie et l'emploi en 1996 qui a donné lieu à ce qu'on appelait à l'époque le chantier de l'économie sociale avec un petit C. C'est un groupe de travail qui s'était réuni, qui avait eu un mandat dans le cadre d'un sommet économique. 2 faits inusités. 1, c'est un sommet économique. Là. Les gens sérieux, ils ont tous des cravates, portent tous le complet 3 pièces. Et ils ont invité des gens qui, à l'époque, venaient du communautaire. Puis des gens qui, tranquillement, pas vite, commençaient, entre guillemets, à déranger. Parce que c'est des gens qui disaient, ouais, mais nous, le développement local, on en fait depuis quelques années. Puis là, on n'achète plus le discours traditionnel. Quand vous dites qu'on va créer de la richesse, puis un jour, ça va retomber sur le peuple. Bien, malheureusement, ce qu'ils se rendaient compte, c'est qu'on créait de la richesse, mais ne retombait jamais. Et ces groupes-là, particulièrement à Montréal, là, dans le sud-ouest de Montréal, se mobilisaient. Vraiment, c'était le début de toutes les initiatives de développement local. Dès le milieu des années 80, il y a des groupes internationaux qui commencent à s'intéresser à ce qui se passe au Québec. Et on devient tranquillement, pas vite, une plaque tournante, de sorte qu'en 96, ils n'ont plus tellement de choix, là. Ils doivent reconnaître que si, puis surtout le principe, je ne suis pas sûr que vous vous rappelez tous, mais en 96, on sort d'une crise économique, on sort d'une situation de morosité, puis bon, le premier ministre Lucien Bouchard, à l'époque, nous dit, bon, on va convoquer un sommet, puis on va donner un petit électrochoc à la population québécoise, on va trouver des solutions, puis on va relancer l'emploi, puis on va lutter contre la pauvreté. Bon. Finalement, exactement la même chose que ce qu'ils disent aujourd'hui. Fait qu'il faut croire qu'entre-temps, ils n'ont pas complètement trouvé la solution. Mais à l'époque, c'était quand même quasi révolutionnaire qu'ils invitent des gens de l'économie sociale pour participer à la discussion. Le réflexe naturel, vous devinez, on va inviter l'économie sociale, on va vous donner un chantier de travail qui va être lié à l'insertion des personnes marginalisées.